sur l'impact politique des études économiques erronées de Reinhart et Rogoff relatives au lien entre dette publique et croissance. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente et Monsieur le Ministre, bienvenue parmi nous. Depuis la crise financière de 2008, qui a eu les conséquences économiques, politiques, budgétaires et donc sociales que l'on sait, de très nombreux dirigeants européens, dont quelques-uns dans cette Assemblée, ont pris fait et cause pour le concept d'austérité. À leurs yeux, la rigueur budgétaire est censée être la seule voie possible pour le redéploiement économique de l'Europe. Les tenants de cette idéologie, il faut dire, ont été grandement confortés par des travaux d'universitaires extrêmement réputés. L'étude la plus marquante à ce propos est indéniablement celle des économistes d'Harvard appelés Reinhart et Rogoff, tous deux anciens du FMI. Dans un article publié en 2010 qui a eu un énorme impact, appelé Growth in a Time of Debt, ils étudiaient la corrélation entre dette publique importante d'une part et croissance faible d'autre part. Cette étude a une influence politique considérable. La plupart des tenants de l'austérité l'ont citée, dont par exemple, quelqu'un que vous connaissez bien, le commissaire européen aux affaires économiques, Olli Rehn. Et ces dirigeants se sont reposés sur ces travaux pour tisser donc le lien de causalité entre, d'une part, l'endettement et d'autre part, la récession. Le premier serait la cause du second. Ceci a donc justifié scientifiquement les politiques de rigueur menées actuellement partout en Europe et donc aussi au sein de notre pays. Mais patatras. Voilà qu'en analysant les statistiques brutes utilisées par Reinhart et Rogoff, un autre chercheur américain, appelé Thomas Herndon, a révélé que les chercheurs en question avaient exclu certaines années et pays de leur panel. L'erreur la plus notable concerne aussi la Belgique, puisque 5 pays, dont la Belgique, ont été écartés du calcul du taux de croissance moyen quand la dette souveraine dépassait 90%. Or, pour ce qui concerne notre pays, en particulier, son endettement ne l'a pas empêché de connaître un taux de croissance plus important que la moyenne des pays européens cités par l'étude. Fort heureusement, à mes yeux en tout cas, on assiste aujourd'hui de manière assez générale à un retournement de position de nombreux acteurs internationaux envers la politique d'austérité menée entre autres par l'Union européenne. Les Pays-Bas, l'un des rares pays au triple A, ont décidé de prendre leur distance par rapport à la politique d'austérité menée depuis pourtant des années. Le G20, l'OCDE et les États-Unis même pressent l'Union européenne d'alléger le fardeau de l'austérité, car celle-ci oppresse les populations et l'économie mondiale. Le taux de chômage, qui a atteint un niveau record dans la zone euro depuis sa création, est un indicateur de cette oppression. C'est la raison pour laquelle j'aimerais vous poser 2 simples questions. La première, c'est que cette péripétie de l'étude frelatée, appelons-la comme ça, vous incite-t-elle à changer d'avis par rapport aux mesures d'austérité déjà prises par ce gouvernement ou que vous envisagez de prendre à l'avenir? Et comment les mesures de relance dont vous parliez hier dans la presse, un programme, vous avez évoqué ceci, comment ce programme de relance intègre la remise en question fondamentale de ces politiques d'austérité? Deuxième élément, la Belgique, comme d'autres pays, est contrainte par le cadre fixé au niveau européen, on le sait. Est-ce que vous envisagez un revirement structurel de cette politique européenne et quelle position défendra le gouvernement au Conseil européen dans les prochains mois pour justement infléchir cette position? Est-ce que des contacts vont être pris avec la France, les Pays-Bas, on en a parlé, pour par exemple faire avancer vers un nouveau cap politique économique contraire à l'austérité pour le continent? Je vous remercie pour vos réponses. La parole est au ministre. Merci, Monsieur Ellings, de cette question fort intéressante et vous comprendrez aisément que ma préférence serait de vous répondre à l'improviste sur cette question parce qu'elle est très intéressante. Mais bon, je réponds donc comme le ministre des Finances le doit et il est vrai que la fameuse étude de Reinhart et Rogoff, Growth in a Time of Debt, sur le lien entre dette publique et croissance économique est actuellement sous le feu des critiques en raison d'un certain nombre d'erreurs méthodologiques. Il existe cependant d'autres études qui montrent une corrélation négative claire entre, d'une part, le niveau de la dette publique et, d'autre part, l'augmentation du PIB. Il s'agit notamment d'un document de travail du FMI, de Kumar et Wu, Public Debt and Growth,
de 2010, d'où il ressort que les pays développés avec un ratio d'endettement inférieur à 30% du PIB ont vu durant la période de 1970-2007 leur PIB par habitant augmenter en prix constant de 3,2% par an. Dans les économies évoluées avec un niveau d'endettement de plus de 90%, comme la nôtre, cette augmentation s'est limitée à 1,9%. Par ailleurs, de nombreuses études confirment l'existence d'une relation de causalité négative et non linéaire entre la dette et le PIB. Elles aboutissent à la conclusion qu'à partir d'un certain niveau, la dette a une influence négative sur la croissance. Selon ces études, le niveau d'endettement critique se situerait entre 90 et 100% du PIB. Il est évident que la restauration de la confiance des consommateurs et des investisseurs, en particulier dans la zone euro, passe par l'exigence d'une garantie de la viabilité structurelle des finances publiques. C'est tout particulièrement le cas de la Belgique, dont la dette publique se situe toujours à un niveau élevé. Lorsqu'on nourrit des doutes quant à la détermination avec laquelle on veut réduire cette dette, les familles notamment s'inquiètent de la viabilité future des pensions et des soins de santé, notamment le coût du vieillissement, ce qui les incite à accroître leur épargne de précaution et donc à dépenser moins, ce qui plombe la croissance économique. Par le passé, nous avons d'ailleurs pu constater que la réduction de la dette publique de plus de 130% du PIB dans les années 80 et dans les années 90, environ 85% du PIB avant la crise financière et le sovereign debt crisis, s'est accompagnée d'une diminution de la propension des familles à économiser parce que leur confiance en l'avenir avait augmenté grâce à l'amélioration de la viabilité budgétaire. Il n'en demeure pas moins que le gouvernement est convaincu que la politique d'assainissement des finances publiques doit être accompagnée d'une politique de renforcement de la croissance économique et l'emploi. La sauvegarde de la compétitivité au sens large et la promotion de l'emploi restent donc des objectifs prioritaires. Et c'est pourquoi le gouvernement en a tenu compte lors du contrôle budgétaire. C'est ce taux d'équilibre s'appuyant à la fois sur l'assainissement du budget en tant que moyen pour sécuriser l'avenir de notre bien-être et sur l'encouragement du potentiel de croissance et de l'emploi qui continuera à inspirer le gouvernement lors des délibérations au niveau européen. Je vous remercie. Monsieur Elling. Merci, Monsieur le Ministre. On ne va pas s'envoyer des études à la figure toute l'après-midi, mais un autre, le chef économiste du FMI, Monsieur Olivier Blanchard, lui, a reconnu avoir sous-évalué l'impact des mesures d'austérité sur la croissance. Il avait dit que 1 point de pourcent du PIB en moins provoquait 0,5% il y a quelques mois, au mois d'octobre, de croissance, de résultat de croissance, et il reconnaît aujourd'hui que l'impact est 3 fois supérieur. Donc voilà, en tout cas, ce qui est sûr, vous avez parlé de confiance et de la nécessité de pouvoir donner confiance aux citoyens et aux investisseurs. Il me semble qu'au-delà d'un horizon d'austérité, il faut leur donner des perspectives d'investissement. Or, ce gouvernement a décidé de supprimer les déductions fiscales pour les investissements économiseurs d'énergie ou de rénovation du bâtiment. Or, on sait que le bâtiment est un secteur porteur d'emploi. Je pense qu'il est grand temps de repartir vers ceci, alors que ce gouvernement demande à l'inverse aux citoyens de se serrer la ceinture, et en particulier aux plus faibles. On pense à la dégressivité des allocations de chômage, mais aussi, pourquoi pas, bientôt l'index, on en entend parler. Il faut donc offrir un horizon à ces citoyens, et la discipline budgétaire n'est pas un horizon, et ça n'a jamais été un projet politique, ça ne le sera jamais, et les études frelatées l'ont démontré. L'incident est clos. À l'ordre du jour, la question de Madame Arena, au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères.